Voilà. Donc, je vous remercie d'être très nombreux. J'arrive même pas à compter tellement il y a de monde. Donc, je vais refaire juste un petit mot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Noël Pompuy, je suis pédopsychiatre. Je travaille à l'hôpital de Villévra, donc je suis dans l'initiative psychiatrie, un peu poussé par tous les collègues. Et j'ai la chance d'avoir comme vice-présidente Alexandra Bichon, qui est là ce soir aussi, et d'avoir un bureau formidable avec Jennifer Borsellino-Schiavi, qui est secrétaire, père aidante, comme l'est également Alexandra, avec un peu une double casquette, c'est ancienne infirmière psy. Et puis notre bureau formidable de trésorier avec Patrick Doga, qui est retraité et qui est un proche, voilà, et Pascal Forcioli, qui est directeur d'hôpital. Donc, on a fait un gros travail, je le redis un petit peu en introduction, pour essayer d'organiser depuis le mois de septembre et l'élection du nouveau conseil d'administration une vraie parité entre proches, personnes concernées et professionnels pour construire cette psychiatrie qu'on voulait évolutive et tournée vers l'avenir dans une période de crise extrêmement compliquée pour tous. Et vous avez vu nos petites vidéos, l'idée de dépasser ce sentiment de ras-le-bol et de crise permanente et de recommencer à penser, à inventer des choses ensemble. Et on est en train d'essayer de remplir ce pari, même si ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concertation, parfois des prises de tête, mais c'est la première fois qu'on a un mouvement comme ça qui est partagé et à parité. Donc ça, c'est très important pour nous, pour que ce dialogue existe. Et du coup, on a travaillé à créer régulièrement des rencontres et ce qu'on appelait les rendez-vous d'initiative psychiatrie avec vous, où on a des invités justement qu'on souhaite rencontrer pour connaître les particularités de leurs expériences. Et c'est aussi un moyen pour nous de commencer à collecter toutes ces expériences un peu différentes qui sont faites sur le terrain, justement au plus près des personnes concernées, des proches et de professionnels qui ne sont pas dans des grandes organisations de soins ou des choses comme ça, mais peut-être qu'à partir de ces petites expériences, on peut les diffuser, on peut donner ces idées à d'autres qui construiront autre chose d'original ailleurs. Donc, c'est à la fois un projet de revenir à du local et puis aussi créer de la transversalité et de la communication entre tout le monde, puisque en arrière-fond, on aura, à partir du recensement de ces expérimentations et d'une grille d'analyse que Alexandra, Jennifer, Olivier, Sabag ont construit. J'ai oublié de présenter Olivier d'ailleurs, quelle honte. Notre secrétaire adjoint, il n'a rien dit. Voilà, Olivier, qui est psychologue en pédopsychiatrie. Ils ont beaucoup bossé pour construire une grille d'analyse et de lecture sur justement cette complémentarité professionnelle, personnes concernées et proches, justement pour nous aider à réfléchir sur la particularité, la spécificité de ces expériences et de pouvoir ensuite diffuser tout ce recensement qui se fera probablement sous la forme d'un wiki qu'on n'a pas encore trouvé, mais qui sera un peu une boîte à idées, une boîte à diffuser partout pour construire cette psychiatrie au plus proche du terrain. Alors, notre rendez-vous aujourd'hui, je vais les présenter, c'est avec Nicolas Rintaud et Jérémy Bernard, c'est ça, si je n'écorche pas ton nom? Oui, c'est ça. Donc, je vais les représenter tout à l'heure. Notre prochaine aura lieu le 25 mai, donc on est en train de commencer à noter dans vos agendas que c'est le dernier mercredi de chaque mois qu'on va se rencontrer pour ces rendez-vous d'initiative psychiatrie. Mais vous recevrez des invitations par l'intermédiaire d'Asso Connect. Donc ça, c'est à Patrick qu'on doit ça, d'avoir trouvé ce système qui vous permettra d'avoir les invitations et d'être régulièrement informé de ces rencontres. Donc, je laisse le suspense pour le 25 mai parce que si je spoil tout, vous n'aurez plus envie de venir. Mais donc, vous allez découvrir ça. On fera aussi progressivement l'appel à cotisation. Je rappelle que Initiative Psychiatrie, on a souhaité qu'il y ait une cotisation un peu symbolique, droit d'entrée pour les personnes concernées ou les proches qui seraient les plus en difficulté. Parfois, il y a des professionnels qui sont en difficulté financière, mais ils n'osent pas le dire. Comme parfois, ils n'osent pas dire d'ailleurs qu'ils sont des personnes concernées ou qui sont des proches également. Donc, on fera cet appel à cotisation, donc 1 € qui est vraiment le droit d'entrée le plus bas, et puis sinon, c'est 10 € et la possibilité de faire aussi une donation. L'objectif, c'est plutôt de nous aider à avoir les moyens de louer une salle ou d'organiser une rencontre. La première, le 11 septembre, elle avait lieu à Bobigny,
dans la salle de l'UDAF grâce au soutien de l'UNAFEM 93, qu'on remercie et qui nous a vraiment aidés. Mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir faire quelque chose de plus central. On ne sait pas si on y arrivera, mais en tout cas, on compte sur vous. Et puis, donc, vraiment, je tiens à remercier toutes les personnes du bureau qui se sont énormément engagées pour organiser ces rencontres, qui vont aujourd'hui les animer, qui préparent cette deuxième journée de rencontre. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Rintaud, qui est psychiatre, qui travaille à Montpellier, au C2R, le centre Jean Mainviel, sur le projet de réhabilitation, d'insertion, d'inclusion des patients qui souffrent d'une schizophrénie entre 16 et 30 ans. Donc, c'est ado, jeune adulte, c'est ça, Nicolas? Ouais, on prend un peu plus, mais ouais, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. D'accord. On Et a puis, des quarantenaires aussi. voilà, qui est avec Jérémy Bernard, qui est infirmier et case manager. Voilà. Et donc, on a entendu beaucoup parler de votre travail, ça diffuse de partout, mais on a des espions aussi, c'est pour ça. Mais on a très, très envie de vous écouter ce soir. Et donc, du coup, pour rappeler un peu la règle du fonctionnement des rendez-vous, c'est des membres du bureau. Donc, ce soir, ça sera Alexandra Bichon et Olivier Savac qui vont mener un entretien avec vous sous l'angle de la grille qu'on s'est donnée. Et puis, ça durera entre 20 minutes et une demi-heure. Et ensuite, on l'ouvrira au débat et aux questions. Donc, je vous demanderai, pour demander la prise de parole, que vous écriviez dans le chat une demande de prise de parole, que les temps de questions soient des questions constructives dans le respect des points de vue de chacun. Ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire plutôt de découvrir l'autre, poser des questions, questionner ce qui nous interroge. Avec bienveillance, respect, voilà. Et puis de aussi respecter suffisamment de temps pour qu'on ait le temps de débattre et que Nicolas et Jérémy aient le temps de pouvoir répondre. D'accord? C'est vrai que si on est tous très très bavards, il n'y aura pas beaucoup de temps pour chacun. Donc dans ce premier temps, je vais donner la parole à Alexandra et Olivier qui vont échanger avec Nicolas et Jérémy. Donc nous, on va assister à cet échange. Et puis ensuite, ça sera le temps de discussion. Eh bien, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Noël, pour ton introduction. Et bienvenue à Nicolas et à Jérémy. On est vraiment heureux de vous accueillir ici pour écouter vos pratiques. Et surtout, on a à cœur de faire circuler les questions et la parole, d'autant plus qu'on est nombreux. Donc, je pense que ça va être assez riche. En tout cas, on l'espère. Dans un premier temps, effectivement, alors, il y a une chose que je tenais à préciser, c'est qu'on avait émis l'idée qui est importante pour limiter les frustrations des personnes qui peut-être poseront des questions et qui n'auront peut-être pas les réponses parce que voilà, on a un temps donné. On adressera les questions ensuite à l'équipe du C2R Jean Mainviel et il y a pour projet éventuellement de travailler une petite capsule vidéo avec les réponses des questions qui n'auront pas été abordées de façon à maintenir le travail jusqu'au bout et garder des traces aussi des gens qui se mobilisent pour questionner, c'est important. Dans un premier temps, moi, je vous propose, Nicolas et puis Jérémy, peut-être de partir de la naissance du C2R, de comment est arrivé ce projet-là, comment il a pu se mettre en place, si vous êtes OK. Ouais. Ben, je vais peut-être moi commencer alors parce que Jérémy est arrivé un peu après. Je n'étais pas né comme ça, à ce moment-là. Alors, donc le C2R Jean Mainviel, il est né il y a 5 ans. Comme malheureusement, trop rarement, et enfin trop souvent en psychiatrie actuellement, il est né plutôt d'une initiative personnelle. Qui est la mienne pour le coup. Alors, le centre Mainviel, c'est un hôpital de jour avant dit classique, déjà orienté vers la schizophrénie, de fait parce que les soins à Montpellier sont organisés comme ça, plutôt par maladie, ce qui est pas toujours bien d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'était déjà un hôpital de jour orienté vers jeunes personnes atteintes de schizophrénie. C'était pour l'histoire une unité où moi je suis passé en tant qu'interne, en premier semestre et en dernier semestre. Et quand on m'a confié, quand j'ai fini l'internat et que j'ai commencé mon clinica, on m'a proposé cette unité auquel je dis d'accord, mais je veux qu'on change tout. Ça me paraît pas terrible ce qu'on y fait. Donc c'est venu de là. Donc à J1, on a réécrit tout le projet. Ça a été 2 ans compliqués
parce que les 3 quarts de l'équipe est partie. Du coup. Donc ça a été très compliqué de faire comprendre. Il n'y avait pas du tout de soins de ce style-là en Occitanie. On est une région un peu en retard sur cette question-là. Du coup, la construction, elle a été dans un premier temps, alors c'est important de le dire, à moyen constant, avec la chance que même les gens qui ne s'y retrouvaient pas n'ont pas bloqué, ont fini par partir, mais en tout cas ont essayé. Parce qu'on y reviendra probablement, mais faire de la réhab, c'est pas simple. Donc clairement, petit à petit, donc on s'est construit à moyen constant. Donc de 2017 à 2019. En 2019, on a postulé pour être centre support de la région Occitanie auprès de l'ARS, qui nous a nommés avec un autre centre de Toulouse, ce qui a permis d'avoir d'autres moyens. Qu'on a développé, qu'on a mis d'une part sur le centre Mainvielle, puis sur une autre unité de réinsertion professionnelle ouverte à toute personne, tout âge et tout diagnostic. C'est important de pas qu'il n'y en ait pas que pour la schizophrénie, même si. Et puis petit à petit, l'équipe a grandi avec l'arrivée entre autres de Jérémy et d'autres soignants, d'autres spécialités aussi avec la question du job coach qui est arrivé. Et petit à petit, c'est une équipe qui s'est créée, qui s'est construite, qui d'abord a tout fait elle-même, parce qu'avant, pas de temps assistante sociale ou très peu, pas de job coach, donc il a été demandé à tous les case managers de changer leur pratique, d'extérioriser, puis de faire du réseau. Le réseau, après, s'est développé dans un second temps. On va dire qu'au début, il s'est développé un peu sur ce qui était connu. Puis quand on voit que ce qui est connu ne marche pas trop, on essaye de faire du nouveau. Et petit à petit, le réseau s'est créé avec les demandes des usagers. Donc, c'est quelque chose de très divers, parce que si quelqu'un veut être tatoueur, il faut trouver un tatoueur. Si quelqu'un veut rentrer dans une fac de son, il faut trouver, etc., etc. Et petit à petit, avec l'expérience, on a réussi à anticiper ce réseau aussi. Mais donc, on a eu 2 chances, je pense, c'est que, et je la remercierai jamais assez, c'est qu'on a une chef de pôle qui nous a laissé faire, qui m'a dit « tu fais ce que tu veux, mais tu te débrouilles », ce qui, moi, me va très bien en termes de caractère. Voilà. Après, on a eu la chance aussi, et c'est un point hyper important pour des équipes qui veulent se construire, d'être un binôme, moi et la cadre de santé, qui a pu accompagner et l'équipe vers la transition, accompagner l'équipe vers ceux qui voulaient partir, accompagner ceux qui arrivaient aussi, en faisant participer aussi au recrutement, parce qu'on créait tout un nouveau projet. Et c'est comme ça que petit à petit, maintenant c'est construit, que maintenant c'est l'équipe qui fait toutes les formations, etc. Mais ça a commencé comme ça. Alors peut-être que justement, puisque tu évoques la construction de l'équipe, il serait peut-être bien d'éclairer, là c'est peut-être plus une question pour Jérémy, ce que veut dire être case manager, parce que je ne suis pas forcément sûre que tout le monde soit vraiment au clair avec ça. Parce qu'autrement, pour les autres postures, médecin, psychiatre, assistante sociale, job coach à voir, parce que finalement, ce serait peut-être intéressant d'élargir un petit peu les définitions sur qui fait quoi et qui est qui. Si c'est OK pour toi, Jérémy. Oui, oui, bien sûr. L'idée du case manager, alors je ne sais pas s'il y a une traduction francophone de ça. À mon avis, je pense que c'est juste un terme anglophone qui regroupe un peu l'idée. L'idée du case manager, en fait, finalement, c'est de faire du sur-mesure sur les accompagnements. C'est-à-dire que on a une formation, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai une formation initiale d'infirmier diplômé d'État, et à travers la pratique du rétablissement, en tout cas l'accompagnement qu'on fait en suivant cette philosophie de soins-là, on est amené à faire ce qu'on pourrait communément appeler dans d'autres unités du dépassement de tâches, tout simplement. Des choses qu'on pourrait des fois attribuer à une assistante sociale ou à un éducateur ou, j'en sais rien, à un psychologue, à n'importe quel autre corps de métier qui pourrait évoluer là-dedans. Finalement, on se retrouve à le faire parce que il y a une demande, qu'on est l'interlocuteur peut-être à ce moment-là privilégié en place, et on finit par se retrouver à faire justement ce sur-mesure. Moi, c'est la définition en tout cas sur laquelle je pense qu'on s'entend tous,
Et quand on parle de case management, c'est simplement pour essayer de garder en tête qu'on va avoir une palette d'actions suffisamment large au service de la demande des personnes qui sollicitent notre accompagnement. Je pense qu'on peut rajouter, parce que du coup, moi, c'est ce que je leur demande, parce qu'il n'y a que moi qui ne suis pas case manager dans l'unité. Donc, concrètement, c'est moi qui sers le moins. Clairement, ce qu'on demande à un case manager, c'est de savoir tout faire, mais de ne pas tout faire quand même, mais d'être au courant de tout. Donc, ils ont un gros rôle de coordination, en tout cas. Et ça, c'est coordination autour de la qualité du projet de l'usager, de sa temporalité, et dans l'idée que tout le monde tire dans le même sens, en l'occurrence celui de l'usager. Et plus il y a de monde, plus c'est compliqué parce que on prend un exemple concret de retour à l'emploi. Si Jérémy dit à l'usager, vous voulez maintenant, on le fait maintenant. Le psychiatre dit, ah non, mais vous n'êtes pas prêt. La famille s'inquiète. L'éduc dit que ce n'est pas le moment, etc. On ne s'en sort pas. Donc, il y a vraiment cette idée de coordonner le parcours. Ce qui est plus simple quand tout le monde tire dans le même sens, c'est à cette idée du rétablissement et surtout cette temporalité-là. Donc, c'est vraiment le plus dur. Moi, c'est ce que je leur demande. Par exemple, c'est un exemple concret. Si j'interroge Jérémy sur le retour à l'emploi et qu'il me dit ça, il a vu la job coach, c'est pas possible. Il faut qu'il soit au courant de qu'est-ce qui s'est fait avec la job coach et qu'est-ce qu'ils se sont dit et où est-ce que ça en est en fait. Et Jérémy l'a dit, ça a demandé déjà une redéfinition, mais je pense que ça, c'est le principe du rétablissement, c'est de redéfinir aussi nos frontières en fait, de soignants. On entend beaucoup. Pour moi, ce n'est pas une question… ils savent que s'ils disent « non, mais ça, c'est pas moi », ça, c'est pas possible. Ils se font dégommer. Parce que la réalité, c'est que si on le dit ça à moi, c'est qu'on le dit à un usager. Et clairement, on peut pas, un usager, on se plaint souvent que les usagers en psychiatrie font pas de demande. On peut pas au moment où ils le font, on peut pas leur dire « ah ben non, c'est pas moi, c'est avec l'assistante sociale ou c'est avec un tel, c'est dans 2 mois, etc. » Donc, ça demande mais pour tous, à redéfinir clairement les frontières de nos métiers et clairement d'arrêter de se dire ça c'est pour un tel, ça c'est pour un tel. Je pense que c'est vraiment important. Mais je pense que le rôle de coordination aussi, parce que pour moi le but du case manager c'est aussi qu'ils se mettent à toutes les places, à la place des familles, à la place des usagers, à la place des autres soignants, pour comprendre les réactions de chacun et pour pouvoir répondre à chacun et unir tout le monde dans un chemin cohérent et encore une fois qui est celui de l'usager. Donc c'est hyper dur, c'est hyper exigeant, ça fait preuve, faut faire preuve beaucoup d'imagination, de mobilité, mais voilà. Mais c'est très satisfaisant dans la pratique parce que dans une recherche de grimper en compétences, de rajouter tout simplement des cordes à son arc pour redonner aussi du sens à sa pratique infirmier, comme parfois on peut la perdre au sein d'une institution aussi grande qu'un CHU, ça a énormément de côtés très gratifiants. Ce qu'on en retire finalement est à la hauteur de l'investissement demandé. Mais si on peut, parce que je pense que c'est un point important, je pense qu'il sera assez… même l'avantage, c'est… alors c'est CASE, c'est pas CARE. Case management. Ça pourrait être care management, c'est joli. L'idée, c'est que faut pas croire. L'avantage, comme on a dit, il y a beaucoup d'infirmiers qui sont partis quand on a créé, qui se retrouvaient pas dans le projet. Du coup, on a pu recruter des gens motivés pour le projet. Et faut faire attention. Je pense, Jérémy pourra en parler mieux que moi, mais c'est pas parce qu'on y croit que c'est facile, en fait. Et pour beaucoup, quasiment tous les soignants qui sont venus au centre. Il y a tous eu, ils sont passés par les mêmes étapes. Il me semble de se re-questionner sur leur pratique, de faire le deuil de certaines façons de faire, d'en apprendre d'autres, d'être bousculés aussi dans leurs croyances. Enfin, je pense que tu en parleras mieux, mais pour toi, quand tu es arrivé, parce que tu as connu l'intra, tu as connu plein de choses. Donc, oui, ça bouscule effectivement. Ça bouscule énormément. Enfin, si on rentre dans le détail après, on pourrait amener ça, mais effectivement, c'est pas une remise en question fondamentale de notre formation initiale, parce que clairement, presque il y a des choses qu'on renie avec un sens peut-être qu'on perd dans l'institution, mais effectivement, ça questionne beaucoup et
il y a des fois où on se sent un petit peu impuissant, et je pense que c'est le signe d'une... Enfin, ça me paraît sain, en fait, de se dire, ben là, en fait, je ne sais pas et je suis obligé de progresser pour pouvoir répondre à des demandes. Et au fur et à mesure que le temps passe, bah, il y a toujours autant de vertigineux. Il y a ce côté vertigineux dans la pratique où on ne sait pas trop où on va aller et où on découvre un petit peu au jour le jour, mais on progresse. Certains de mes collègues qui ont plus d'expérience que moi, pour le coup, au sein du projet de Jean Marviel, en parleraient sûrement avec beaucoup plus de recul encore. Tout à l'heure, vous avez dit faire de la RIAB, c'est pas simple. Parce que la question qui me vient en vous écoutant, vous avez dit il faut être à toutes les places, c'est comment on évite l'écueil de la confusion. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a cette possibilité pour vous, case manager, justement, d'échanger? Quel espace vous avez imaginé pour élaborer autour des situations cliniques et enfin, voilà, pour éviter cette difficulté qu'il peut y avoir de conflit entre les différentes demandes, les différentes envies, les différentes questions? Alors, c'est hyper intéressant. Alors, ce qui est sûr, c'est que, alors déjà, c'est en termes de responsabilité. On a un fonctionnement très horizontal, en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, sur le centre Mainviel, de manière très pragmatique, ce n'est pas moi le psychiatre traitant de tous les usagers. Donc, clairement, ce qui a été important aussi, c'est la remise je trouve, en place de la responsabilité de chaque case manager. En fait, les décisions qu'ils prennent ne passent pas par moi, ou rarement, en fait. Donc, c'est eux qui connaissent le mieux l'usager, c'est eux qui sont garants de la collaboration. Après, on a vite fait disparaître, nous, alors, on a des réunions privilégiées qu'on appelle la rédaction des plans d'intervention, avec certains outils, mais en gros, la rédaction d'un plan d'intervention, c'est l'usager, son case manager, son psychiatre, enfin toutes les personnes qui gravitent autour de la personne. On se rend compte, on fait le point avec l'usager sur ses demandes et on essaye d'y répondre par des propositions d'outils. À la fin, il y a un plan d'intervention personnalisé où on a gardé uniquement que ce que l'usager a validé comme proposition d'aide. Tout ce qu'il ne veut pas, on l'enlève. Donc après, ça peut surprendre, mais nous, on a été assez extrême dans cette application, c'est-à-dire que s'il faut faire le deuil du soin ou de ce qu'on appelle un soin un peu spécifique, on le fait. On a beaucoup d'usagers qui ne demandent rien de spécifique à la maladie, uniquement des choses spécifiques à leur projet de vie. C'est pour ça que nous, on est très sûr que la meilleure porte d'entrée pour le soin, c'est la porte d'entrée des projets de vie. Donc, on a collé à ça. Mais pour vous donner une idée, on a des groupes pour à peu près tout. Mais ça arrive qu'un groupe ne tourne pas pendant 2 ans s'il n'y a pas de demande, en fait. Notre groupe pour les habiletés sociales, très centré sur les relations amoureuses, tourne tout le temps. Notre groupe pour l'éducation thérapeutique ne tourne jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de savoir ce qu'a fait la maladie ou le traitement, en tout cas pas souvent. Donc on a fait ce deuil-là et on a collé vraiment. On ne fait rien qui ne soit pas validé par l'usager. Ça, c'est une règle. Après, ce plan d'intervention nous permet par case de dire qui fait quoi, quel intervenant intervient sur quel outil. Et ce plan d'intervention, il est réévalué à 3 mois, en présence de l'usager aussi. Donc, c'est un peu notre feuille de route qui nous permet aussi de ne pas chroniciser les choses. Donc, clairement, de toute façon, le case manager gère tout ça. Il est garant de la collaboration, du sens, de la temporalité. C'est un peu notre feuille de route à nous. Mais après, c'est très libre et ça laisse place à… c'est la responsabilité du case manager. C'est pour ça qu'on ne l'a pas précisé, mais qu'on ne dépasse jamais 15 usagers par case manager. Parce que sinon, ce n'est pas possible. On n'est plus dans le sur-mesure et la temporalité de l'usager. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si, c'est très intéressant. Je me permets, du coup, je repose une question, mais très rapide. Tu disais 15 usagers par case manager. Et du coup, il y a combien de personnes prises en charge par le centre? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Comment ça se… Alors, la règle inviolable, c'est jamais liste d'attente. Quelqu'un qui fait une demande sur le centre, il est reçu au maximum la semaine prochaine, au mieux dans la semaine.
Clairement, ça, c'est une règle, c'est intouchable, c'est inviolable, on n'y touche pas. Il peut se passer un tsunami, c'est intouchable. Tout simplement parce que un tiers non, plus que ça, on a 2 tiers de candidatures spontanées. Donc, ce n'est pas possible quand quelqu'un vient et nous demande de l'aide ou de l'information qu'on ne lui donne pas dans sa temporalité. Moi, j'utilise souvent ça, on nous explique souvent que la psychiatrie, c'est le temps long. Non, clairement, il y a des moments à pas rater, et notamment quand quand la personne demande. Donc, quand la personne demande, elle est reçue, on lui explique ce qu'on fait. Et après, on ne pousse jamais à venir ou pas. La porte est ouverte dans les 2 sens. Donc, ils viennent quand ils veulent, ils s'en vont quand ils veulent, on les voit où ils veulent. Point important, nous, notre centre est dans l'hôpital psychiatrique. Donc, évidemment qu'il leur est proposé de pouvoir collaborer avec le centre sans jamais y venir et de les rencontrer où ils veulent, dans la rue, chez eux, au café. Donc voilà. Mais ça, et donc, on a environ entre 140, 170 en fonction d'usagers. Par contre, il y a des fins. Tout simplement parce que dès le début, pour nous, l'état d'esprit, c'est que la personne devienne son propre outil et qu'il y ait toujours une unité derrière voudrait renvoyer qu'ils auraient toujours besoin de quelqu'un à côté d'eux, que quand ils y arrivent, ça serait forcément que grâce à une structure, ce qui n'est pas vrai. Donc, tout simplement, on a les plans d'intervention, on réévalue tout de base à 1 an. On se pose la question de si on ne chronicise pas, si on n'a pas peur de lâcher nous, etc., si on ne tombe pas dans des ports de soignants. Et puis, on appuie sur le fait que c'est bien d'arrêter. Après, la porte est ouverte pour qu'ils reviennent, mais il vaut mieux arrêter et reprendre 2 semaines après sur une demande d'un usager plutôt que de jamais arrêter. C'est vraiment pas bon ça. Donc en fait, on n'est jamais plein. On n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Merci. Alexandra, peut-être tu... Ouais. Je voudrais revenir un petit peu sur la construction de la structure en elle-même. Et est-ce que tu pourrais évoquer a pu être des appuis favorables au développement de la structure, et également, à contrario, est-ce que vous avez rencontré des freins? Est-ce que tu en rencontres encore? Enfin, je dis tu, mais je parle sur la structure en général. Est-ce qu'on peut aborder cette question? Alors, nous, à l'époque, il n'y avait rien en Occitanie, donc c'était compliqué de s'appuyer sur un centre existant comme un centre support. Nous, par exemple, là, le travail qu'on fait en Occitanie, c'est d'aider à la supervision, à la formation, à l'architecture d'un projet de n'importe quel centre ou structure médico-sociale qui voudrait changer ses pratiques. Donc, je pense que se rapprocher des centres supports, c'est une première chose parce qu'ils seront financés pour ça. Après, je pense que c'est important aussi dans la construction d'avoir cette idée qu'on peut se transformer en moyen constant. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est qu'un problème de moyens en psychiatrie. Nous, le centre Mainvielle, il s'est transformé en moyen constant. C'est sûr qu'il y a des soins qui ont disparu au profit d'une autre manière de travailler. C'était assumé, c'était assez tranché personnellement de ma part. Moi, je ne voulais pas un entre-deux, du fait de l'âge des usagers, du fait de leurs demandes aussi. On n'a jamais rien supprimé de principe. Hein. Tous les soins dits à médiation qui ont disparu, c'est parce qu'à partir du moment où on a donné le choix aux usagers, ils ne sont plus venus. Donc moi, le premier point, c'est de se transformer en moyen constant. Je pense qu'il faut le faire. On dit oui, mais nous, 15 usagers, on en a plein. C'est pas grave en fait. Peut-être que 2 infirmiers sur 8 peuvent commencer à travailler en fonctionnement de case manager, voir ce que ça donne. C'est beaucoup des inquiétudes de soignants, hein, les freins. Mais c'est vrai que pour pouvoir s'appuyer maintenant sur des centres supports qui sont nommés dans toutes les régions, ça peut être un plus. L'autre chose, c'est de sortir, c'est de faire du réseau, c'est d'aller voir les gens, c'est d'aller taper à toutes les portes. Et le plus simple, finalement, c'est de coller au projet. C'est sûr qu'un infirmier, un psychiatre, un psycho va pas se dire tiens, cet après-midi, je vais aller visiter des tatoueurs. Non. Mais d'avoir un usager qui veut faire tatoueur, eh ben, allons-y. Cet après-midi, tiens, vous faites quoi? Allons en voir un, etc. Et ça aboutit sur une formation sur l'hygiène, une formation sur etc., etc. C'est pas de se donner de limites, en fait. Je pense qu'un des freins, c'est les dispositifs actuels. C'est d'avoir une réponse, quelque chose de très fermé, parce que nos dispositifs actuels, ils ne répondent pas dans la temporalité des usagers. C'est très fermé. On ne parlait que de l'emploi, on ne parle que de milieux protégés.
Donc ça ferme déjà les portes. C'est pas de se donner vraiment, c'est vraiment de ne pas se donner de limites. Et je pense de ne pas se noyer dans la surévaluation. Je pense que dans un premier temps, il y a beaucoup de centres maintenant qui adhèrent. Il y a géré par le Centre Ressources de Lyon, il y a un dispositif de recherche qui s'appelle Réabase et qui vise à alimenter une base de données pour travailler sur les questions du rétablissement, pour publier, et c'est très bien. Moi, par contre, je pense, pour vous donner une idée, à Mainvielle, on ne fait aucune évaluation de principe. Rien du tout, même pas les bilans neuropsychologiques. Chaque outil est amené au service d'une demande. Il n'y a aucune échelle. La seule échelle faite systématiquement, c'est l'échelle de la CACIG, qui est une échelle qui nous permet de recenser et de récupérer les demandes de l'usager. Point barre. Je pense qu'avant de se lancer dans des évaluations, etc., à outrance, je pense que pour les équipes qui veulent se transformer, il faut coller aux demandes de l'usager, faire du sur-mesure, accompagner dans les projets de vie. Les outils, ils viendront après. Je pense qu'il ne faut pas se noyer dans la surévaluation. Une échelle de qualité de vie, ça n'a jamais évalué ce que demande réellement un usager. Donc la recherche sur le rétablissement, c'est fondamental. Parce qu'il faut encore prouver que ça marche. Effectivement. Mais je pense que le risque, et moi je l'ai vu en évaluant les centres de proximité d'Occitanie qui postulaient, ils avaient tous le même dossier. C'était plein d'outils, plein d'échelles, parce qu'ils trouvaient que ça faisait bien. Mais quand on les interrogeait, la seule échelle qui manquait, c'est l'échelle qui évalue la demande de l'usager. Donc, après, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est dur. Toutes les portes sont fermées. Personne ne comprend ce qu'on veut faire. Ça demande de bouger beaucoup de gens. Nous, on a commencé par mettre au courant toutes les structures d'intra et d'extra de Montpellier et toutes les structures du médico-social. Et on a recommencé et recommencé. Et on continue tout le temps. Un réseau, ça s'entretient, ça se forme. Il faut trouver aussi quel levier actionner à chaque réseau. Il y en a, on échange de la formation. Il y en a d'autres, quand on trouve que la MDPH met trop de temps pour donner des orientations, eh bien, on propose à la MDPH de les former et puis on leur propose d'intégrer leur dispositif et leur commission, etc., etc. Donc, chaque levier est différent. Pour moi, la base, c'est de coller à la base de l'usager. Vous voulez retourner à la fac? Allons à la fac, voyons. Et petit à petit, ça se décante. Mais pour moi, le premier truc, c'est de se transformer en moyen constant et de coller à la demande de l'usager. Faire de la réhab, je pense que c'est avant tout un état d'esprit. On n'est pas besoin d'être… moi-même, je suis très nul j'ai très peu de culture psychiatrique, et encore moins en réhab. Je connais très peu de choses. Mais je pense qu'on peut faire de la réhab quand même. Voilà, et de trouver sa manière de faire et pas hésiter d'aller loin. Surtout, de ne pas se limiter, de ne pas faire ce que moi j'appelle de la réhab sous condition ou de la réhab édulcorée. Vous voyez, quand vous voyez tous les dossiers de réhab qui mettent des critères d'exclusion, ben non, pas possible. De base, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc déjà, commencer à ça, d'exclure personne, de jamais prendre sous condition et de jamais mettre un projet sous condition. Je pense que ça peut être une bonne base. Merci beaucoup. Justement, on entend le mot usager. C'est quelque chose aussi qui change la donne quand on dit usager plutôt que patient, je suppose aussi dans le principe. Et est-ce que vous pouvez tous les deux nous parler un petit peu de la place et de l'usager et des liens aussi avec la famille? Comment ça se déroule? Comment les rencontres se font? Est-ce qu'il y a un rythme de décider, etc. Enfin voilà, comment ça se vit dans la structure? Ouais, alors déjà, juste pour revenir sur le terme usager, pour que ça soit clair, moi je découvre il y a donc 1 an et demi l'utilisation de ce terme-là, et en fait le sens qu'on lui donne finalement, c'est que quelqu'un qui sollicite une structure comme le C2R pour un accompagnement, il se remet simplement au centre, en tout cas il a une demande, on essaie de le remettre au centre de son projet, et donc il utilise les ressources de la psychiatrie, en tout cas celles qu'on peut nous essayer de lui proposer, à ses fins personnelles. Donc du coup, le fait d'essayer de changer
de lutter contre cette stigmatisation de quelqu'un qui subit en permanence une pathologie et qui n'aurait pas de capacité décisionnelle passe par des petites choses comme ça. On n'y fait plus attention, pour être très honnête, et c'est vrai que ça ressort souvent dans mon questionnement, entre autres, même entre collègues infirmiers de d'autres unités. Il suffit qu'on dise patient usager et d'un coup, les gens tiltent d'un côté et de l'autre et se dire ah oui, c'est vrai, on parle bien des mêmes personnes, c'est juste que notre outil de travail à nous fait qu'on a adopté ce terme-là. Mais voilà, c'est des petits détails qui font que, quand Nicolas disait tout à l'heure qu'on réfléchit ces choses-là, on est allé dans la conception du projet, ils sont allés jusqu'à l'utilisation de ce lexique-là, de ce vocabulaire-là, pour que justement les gens se sentent aussi remis au centre. Et du coup, la deuxième question, j'ai perdu le fil, je suis désolé. C'était sur la rencontre, la fiche projet et tout. C'est sur comment on les rencontre. Alors, la place qu'ils ont. Bon, mettons que quelqu'un, le déroulé en fait d'une rencontre de quelqu'un qui voudrait solliciter le centre, effectivement, généralement, il est reçu, alors tu disais dans la semaine, généralement, c'est même dans les 2-3 jours qui suivent, ça va quand même vraiment vite. Une fois un entretien pour expliquer un petit peu le principe un entretien avec un médecin, soit Nicolas, soit un de nos internes à ce moment-là, qui explique un peu le principe du centre, en fait, on désigne quelqu'un dans l'équipe qui peut accueillir un nouveau suivi, qui va être l'infirmier ou l'infirmière de référence, donc le case manager qui va accompagner cette personne. Et on prend contact et on programme un premier rendez-vous très rapidement aussi. En tout cas, selon les disponibilités de la personne, si elle peut venir vite, on le fait tout de suite. Et on utilise un premier outil qui s'appelle la fiche projet. Et sur cette fiche projet, finalement, on demande... Si je peux juste partager l'écran, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Très bien. Si vous voulez. Parfait, vas-y. Ça me dit que c'est désactivé le partage d'écran. Ah pardon, je vais te le mettre, attends. Désolé, je t'ai coupé. Non. Je vais faire ça en attendant. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Hop là, super. Alors... Hop, et je vais vous mettre direct dessus. Tac. C'est bon, vous voyez? Très bien. Alors, la fiche projet, ça ressemble à ça. Voilà. En gros, c'est une fiche sur laquelle on demande finalement à la personne un petit peu, une fois qu'en fait on fait un entretien qui serait un entretien de recueil de données infirmier, comme il en existe beaucoup. Et on va simplement dire, OK, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quels sont les changements sur lesquels vous souhaiteriez qu'on vous accompagne? Donc, on le voit un petit peu là sur cette feuille-là. Et on lui demande quand même d'identifier des choses, c'est-à-dire quel est le moyen qu'il a imaginé pour arriver à ses fins, est-ce qu'il a des obstacles, est-ce qu'au contraire, lui, il pense qu'il a certaines capacités qui pourraient l'amener à ça, et est-ce qu'il a déjà mis des choses en place. Et finalement, on va lui demander presque de lister un peu toutes les choses sur lesquelles il souhaite être accompagné. Ça va dans tous les domaines, professionnels, social, amical, relationnel. Ça veut vraiment, il n'y a pas de limite. Et ce n'est pas quelque chose qui a valeur définitive. C'est-à-dire qu'un projet valide en janvier peut tout à fait être annulé en février pour des raisons propre à la personne ou le lendemain par rapport à son parcours de vie. Mais déjà, ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, si je peux rajouter, quand on a créé ça, parce que vous voyez, c'est un outil simple, hein, pas besoin de. Mais il y avait le côté très symbolique aussi. C'est-à-dire que quand on leur proposait le centre, on leur dit voilà, on va vous accompagner dans ce que vous le souhaitez en fait. Et donc, c'était normal que le premier tableau, le premier outil qu'on leur donne, c'est OK, vraiment. Et c'est vrai qu'au début, ça a été ah ouais, mais donc vraiment, je peux mettre ce que je veux. Et oui, en fait. Et ça, c'est pas aussi instinctif parce qu'avec des usagers qui connaissent pas la psychiatrie, un centre comme le centre dont on s'occupe tous les deux, ça paraît normal en fait. Pour quelqu'un qui a connu de la psychiatrie, ça a été dur au début. C'était des remarques, mais attendez, vous êtes la psychiatrie, vous êtes là juste pour voir si je prends mon traitement et me faire des activités. Vous ne comprenez pas en fait quelle place on pouvait avoir, alors que des gens, vous voyez là, il y a faire un enfant, etc. Donc là, l'idée, c'est pas tant. Alors, c'était vraiment le côté aussi symbolique. Ouais, on va faire exactement ce que vous souhaitez vous avec vos mots.
Attention par contre aussi aux caricatures qui sont faites au rétablissement. On entend souvent, ouais, mais vous les usagers, il faut arriver avec un business plan, des projets. Non, on n'est pas obligé d'arriver avec un projet fixe. On peut dire je sais pas, c'est pas une injonction. Il y en a, ils remplissent trois fiches projet, d'autres pas du tout. D'autres, il y en a, ils mettent 3 semaines, c'est leur temporalité. Voilà, c'était faire attention à ça. Et simplement pour finir, donc effectivement cet outil qui est le premier outil, le premier outil que les usagers remplissent une fois qu'on s'est rencontrés, qui permet de poser une base sur ce qu'on va faire. Tu as la temporalité par la suite. Ouais, pour vous donner un exemple de ce qu'on a parlé après, un plan d'intervention personnalisé, c'est ça. Ouais. Donc, c'est donné à l'usager une fois qu'il l'a validé. Donc, vous voyez, c'est simple. Hein. À gauche, ce qu'il nous a demandé. Intervention, c'est ce qu'on lui a proposé au service de ce projet. À droite, c'est qui le fait. C'est tout bête. C'est envoyé à tous les intervenants. Voilà. En fait, l'utilisation de la fiche projet faite par les infirmières ainsi que de la CASIG médicale qui se fait sur un entretien avant cette réunion pluridisciplinaire fait que quand on arrive à cette réunion, on est censé avoir balayé normalement tous les aspects de la vie de la personne et connaître les demandes de la personne. Donc, on lui fait des propositions qu'il peut tout à fait refuser. Il n'y a aucune obligation dans son faire. Mais s'il les valide, on les inscrit sur ce plan d'intervention que vous voyez là. Et en fait, tout de suite, la personne sait qui, effectivement, va s'occuper de toi et en quoi consiste l'accompagnement. Petit point sur les créations, ça recoupe un peu ce qui avait été demandé au début. Sur les plans d'intervention, on fait venir tous les case managers pendant 2 ans. Parce que c'était quasiment de la supervision, en fait, de faire infuser la manière de réfléchir, la manière, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. Par contre, c'est hyper intéressant à chaque fois. Nous, il y a pas mal de psychiatres qui jouent le jeu ou d'autres équipes qui viennent, du coup. Et ça permet de former, en fait, petit à petit, de faire infuser cette façon de faire. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez déjà les postures de certains soignants qui ne sont pas du tout à l'aise que l'usager soit là et qu'on parle de lui, en fait. Moi, je sais que je prenais dans la CASIG, il y a l'évaluation du psychiatre par l'usager. Donc, c'est à chaque fois que le psychiatre venait, je lui disais, donc, voilà, toi, en courtoisie, tu as 2. Bon, voilà. Et donc, c'est assez… Mais en fait, c'est un fait. Donc, c'est assez marrant de voir aussi les postures. Mais pour la petite histoire, on n'a pas tout de suite eu, nous, les usagers, au plan d'intervention. Pas parce qu'on ne les mettait pas au centre, mais parce que longtemps, le plan d'intervention, au début, a été formateur pour les équipes. Il y avait besoin d'avoir ces discussions, et ça aurait été des discussions qui auraient été reloues, en fait, pour les usagers, quoi. Ils n'ont pas besoin de voir ces débats-là qui ne les concernaient pas. Donc, ça a été petit à petit, mais moi, je trouve ça très formateur, toujours dans la supervision de comment on réagit, comment on réfléchit. Pour compléter ce que dit Nicolas, la modification de ces plans d'intervention, elle s'est faite finalement il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois d'octobre ou de novembre, quelque chose comme ça, de 2021. Et c'est justement en travaillant avec des partenaires, le réseau de Un Chez Soi d'abord, qui, eux, fonctionnent sur le principe du rétablissement aussi, mais qui ont des pratiques encore un petit peu différentes, qui nous ont en fait questionné là-dessus. Du coup, on s'est dit, mais oui, effectivement, eux, ils soulèvent ça. Pourquoi on n'intègre pas tout de suite les personnes à leur plan d'intervention? A priori, on parle d'eux, on parle de leur projet. On gagnerait peut-être du temps et puis on gagnerait sûrement en authenticité. Donc, on s'est mis d'accord, on en a parlé en réunion, on l'a mis en place. Et en fait, maintenant, je pense que tout le monde dans l'équipe en est satisfait. Et en termes d'implication, c'est pas le même retour non plus de la part justement de ces usagers. Ils sont OK. Vous voulez dire qu'on va faire une réunion où on parle que de moi pendant 1 heure avec tous les gens autour? Waouh, c'est pas n'importe quoi. Donc tout de suite, voilà, on leur repose des questions, on leur dit OK, là on vous fait cette proposition là. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, on l'inscrit. Vous en aurez la copie après et ça sera telle personne qui s'en occupera. C'est clair, c'est acté, tout le monde est au courant. C'est au jour d'aujourd'hui la forme la plus complète qu'on a trouvée pour essayer de mettre tout le monde d'accord autour du projet de la personne. Mais peut-être que commencer direct par ça, par une équipe qui est en train de se transformer, c'est peut-être un peu trop pour l'équipe qui a besoin d'avoir ce temps-là aussi, dit les réunions cliniques. Donc, il faut trouver un entre-deux. De toute façon, nous, quand l'usager n'était pas là, il validait le plan d'intervention a posteriori. Après, pour les familles, alors ce qui est proposé, c'est de recevoir toutes les familles et on reçoit toutes les familles. Alors, on nous dira souvent, ouais, mais quand l'usager ne veut pas, ça n'arrive pas. Si,
Si. Ouais, mais pas dans un second temps. C'est vrai. Mais ça à la arrive. fin, de manière définitive, ça n'arrive pas. Oui. Vas-y, je vois ça après. Il y a parfois en premier abord, mais en fait, on le dit de manière très simple aux usagers. En fait, on leur dit, écoutez, pour que tout le monde tire dans le même sens que vous, il faut qu'on voit tout le monde, en fait, qu'on explique comment on travaille. La plupart, nous, ils vivent chez leurs parents, ils veulent déménager. Et si vous souhaitez déménager, peut-être que vous comptez sur vos parents pour financer un peu. Si on ne les voit pas pour expliquer comment on travaille, ça ne peut pas marcher, en fait. Donc, c'est assez pragmatique. De base, de toute façon, donc ça coule de source pour 98 ou 19% des usagers. Parfois, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive toujours. On ne peut pas faire sans les familles. Pourquoi? Parce que c'est le gros paradoxe de la réhab, moi je pense, c'est qu'il y a une injonction à faire de la réhab, c'est bien, c'est à la mode, et puis philosophiquement, enfin, on ne va pas vous dire que nous on ne colle pas à ça, mais comme on l'a dit, c'est compliqué. Et moi je prends cette... et pourquoi c'est compliqué pour des familles? Parce que faire de la réhab, vraiment, pour moi, c'est de dire à des parents, votre fils de 20 ans a demandé à vivre seul dans un appartement, on va le faire, mais il faut que je vous dise aussi qu'il a décidé d'arrêter son traitement. Et on va le faire quand même. Et là, si vous n'accompagnez pas les familles là-dedans, bah, ça ne peut pas marcher en fait. Donc, le but d'accompagner les familles, c'est de leur expliquer comment on fonctionne, leur expliquer ce que c'est la réhab, leur expliquer, nous, on s'appuie beaucoup, c'est quelque chose qu'on a énormément développé, ce qui est l'accommodation des soignants, familiales, etc. Et ça, pour moi, c'est l'outil majeur qui devrait être partout, c'est l'accommodation. Accommoder, c'est comment on pallie à la difficulté ou à la détresse de l'usager. Et vous verrez que l'accommodation, elle se cache partout. Et typiquement, un usager qui veut déménager, mais qui, pour l'instant, vit chez ses parents, et parce que ses parents trouvent qu'il n'est pas capable, range sa chambre à sa place, nettoie à sa place, etc., ils accommodent. Alors, ça marche à un instant T, la chambre est rangée, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle, donc il n'y a pas de demande d'aide, et le problème, c'est que ce n'est pas pérenne, parce que passer toujours derrière l'usager pour tout, ce n'est pas possible. Mais on peut se rendre compte dans ce cas-là que tout peut être de l'accommodation. De toute façon, les champions de l'accommodation, c'est les soignants et les familles. Hein, donc, faut pas, là, il n'y a pas de débat. Et comme on voit aussi comment notre dispositif peut être de l'accommodation. Un dispositif, une orientation MDPH, RQTH, AH, etc. D'une manière ou d'une autre, ça peut être de l'accommodation si l'outil n'est pas amené au service d'un projet clair. Donc, on accompagne évidemment les familles pour ça. On a un groupe famille sur l'accommodation. On reçoit les familles quand elles veulent. Il y a même des usagers qu'on ne suit plus, mais on ne travaille que sur parce qu'ils n'ont pas de demande. Mais par contre, on travaille sur faire bouger l'environnement, donc sur l'accommodation familiale, on n'accompagne que la famille. En plus, nous, on a notre équipe une partie de l'équipe participe à Bref, l'autre à Profamille, etc. Donc, tout ça est très lié. Mais c'est inévitable de pas questionner, de pas rencontrer, enfin, c'est pas une hypothèse de pas rencontrer les familles. Ça, c'est une certitude. Mais encore une fois, j'insiste, c'est parce que faire de la réhab, c'est hyper dur. Et pour la famille, c'est hyper dur. Ne pas accommoder pour une famille, c'est de voir leurs proches tomber devant eux et au lieu de le ramasser, c'est de l'enjamber. Concrètement, c'est ça. Donc, ça s'apprend. Et pour vous donner une idée très précise, tous nos groupes, quasiment maintenant, de remédiation cognitive, etc., ont une partie qui prend en charge l'usager, mais qui prend en charge la famille. Parce que travailler de manière écologique sur le lieu de vie de la personne, ça ne marche que si la famille n'accommode pas derrière. Mais pour faire comprendre ça aux familles et qui ne s'inquiètent pas ou qui pensent que ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas aider à l'instant T que ça va être la cata, ça, on le fait, on le répète, on le répète, parfois on passe plus, on l'a fait avec Jérémy, hein, et quand on dit la famille, c'est les frères et sœurs, les amis proches, les conjoints, c'est tout le monde. Hein. Mais ça peut être passer 2h30 hein, avec une famille pour expliquer, et on le refait. Ça, c'est primordial. Sinon, ça ne marche pas. Avec l'accommodation, ça ne marche pas. Et puis, il faut expliquer notre posture. Ok. Merci. Peut-être si on peut commencer à ouvrir aux questions, Alexandra, parce que j'ai noté un certain nombre de questions. Donc je vais les reprendre. Il y avait une question de Julie Mendès qui posait la question de la psychanalyse compatible. Et est-ce que ça peut inspirer? Est-ce qu'on peut quand même travailler avec la réhabilitation et la psychanalyse?
Bah, ça dépend ce qu'il y a dans la psychanalyse. Si c'est pour dire que la personne est malade à cause de sa mère, non. Après, blague à part, mais qui n'en est. Je pense que, quels que soient nos courants, je pense que là, on se retrouve beaucoup, c'est sur le côté très humaniste de ce qu'on veut faire. Et je pense qu'en fait, ça devrait s'arrêter là. C'est-à-dire que moi, on a parlé des frontières de nos métiers, on a parlé des valeurs. Moi, je considère qu'on est là pour aider les gens et pour ne pas présumer de ce qui est bon pour eux. Moi, ce que je reproche à n'importe quel courant, c'est quand on pense qu'on sait mieux que l'usager. Et ça, je ne le cautionne pas. Malheureusement, ça se veut plein d'empathie, de penser qu'on sait mieux que lui, ou que de le protéger de la vie, le protégera de la maladie. Donc, quel que soit le courant, je pense qu'on peut travailler avec tout le monde à partir du moment où l'idée, c'est qu'on met la personne au centre et qu'on fait ce qu'elle veut quand elle veut. Voilà. Pas mieux. Okay. D'ailleurs, du coup, il y avait une question qui était posée par Paul Acry qui disait, mais le cautionner l'arrêt de traitement, visiblement, c'est quand même un truc très angoissant. Comment tu bosses ça avec les familles? Parce qu'en effet, il y a, Paul avait aussi écrit, mais comment on peut se mettre à la place de la famille? C'est pas possible. Voilà, c'est une vraie question, ça. Alors déjà, juste le terme cautionner un arrêt de traitement, on cautionne rien du tout, on valide pas, on juge pas, on n'est pas là-dedans du tout. Le raisonnement est très simple. Quelqu'un qui veut arrêter son traitement, il le fera, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, tout simplement. Pour la bonne et simple raison, souvent, ce n'est pas le seul cas, mais c'est un cas qui se retrouve régulièrement, que les personnes qui ont connu l'hospitalisation dans des unités fermées, on leur tend souvent la carotte en leur disant « Ah, pour sortir, il va falloir accepter le programme de soins, il va falloir accepter l'injection en retard. » Et en fait, à un moment ou à un autre, cette technique-là, elle a ses limites. Et quand quelqu'un vous dit littéralement « Je veux arrêter le traitement », qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux solutions. La première, c'est de lui dire « Non, c'est une erreur, vous ne devriez pas, etc. » Il ne vous écoute plus, il s'en va et il arrête son traitement. Et la deuxième, c'est de lui dire « Ok, j'entends, vous avez dit ça, si vous voulez, je vous accompagne. Je vous explique un peu les risques, je vous explique un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre, et puis on essaie de vous accompagner là-dessus. Et on maintient le lien, et on continue à être à côté. Parce que si on oublie ça, on ferme la porte complètement, et là, la personne se retrouve seule. Et en fait, il n'est pas garanti qu'elle reviendra vers des soignants pour pouvoir refaire une demande d'aide si jamais elle en avait réellement besoin. Du coup, vraiment, le terme de caution, il a une valeur de jugement qui est pas la nôtre, en fait. Qui est ce que disait Nicolas tout à l'heure. On dit, si on travaille avec la personne, on écoute sa demande. Si la personne va arrêter son traitement, nous, on essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se joue derrière? Bien sûr qu'on va avoir une valeur d'information et d'explication des risques encourus, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Et puis, ce n'est pas parce qu'on fait du rétablissement ou du case management qu'on en oublie notre formation initiale. Bien entendu, tout ça reste très compatible. Mais encore une fois, on privilégie la discussion, l'accompagnement, comme on dit depuis tout à l'heure, et puis vraiment ce truc de OK, vous voulez arrêter, ça va être votre décision, on peut vous accompagner là-dessus. Les risques, c'est ça, les avantages, s'il y en a, peut-être vous allez nous dire ce que c'est, et puis allons-y. En fait, c'est vraiment, et je pense que c'est un des points majeurs, moi je voudrais faire passer, c'est en fait, je pense que c'est plus compréhensible quand on fait bouger le rétablissement et la réhabilitation du point de vue philosophique au point de vue pragmatique. Clairement, quelqu'un qui veut arrêter son traitement, alors déjà, il y a plein de raisons de vouloir arrêter son traitement, et pas que le manque de conscience des troubles, quoi. Parfois, les propositions de soins qu'on fait sont merdiques, du coup, c'est normal qu'on nous dise non. Donc, c'est déjà réfléchir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur d'arrêter le traitement? C'est OK, on a peur qu'il rechute. D'accord. Donc, vous pensez qu'il a besoin de soins. D'accord. Donc, c'est vraiment pas le moment pour qu'il se retrouve sans équipe à côté de lui. Donc, comme l'a dit Jérémy, soit on lui dit « Ah non, si c'est ça, on vous laisse… » Parce que nous, ils le font en deux temps. C'est « J'arrête le traitement, mais on est d'accord, vous m'aidez toujours pour l'appartement. » Évidemment que oui. Et en fait,
le point important, c'est d'être pragmatique. C'est que si on pense qu'ils ont vraiment besoin de nous, ce n'est pas le moment de sortir de la boucle, en fait. Il faudra retrouver des portes d'entrée. Et des portes d'entrée pour accepter un traitement, moi, c'est ce que j'appelle l'inside projet. C'est comment on accepte une aide au service d'un projet et non pas que d'un symptôme. Je vais vous donner un exemple très concret. Le dernier qu'on a mis, qui a souhaité un appartement qui a arrêté le traitement, on l'a fait. Arrivé ce qui arriva, il s'est senti pas du tout bien dans cet appart parce qu'il a eu le retour des voix, parce qu'il s'est mis à délirer, parce qu'il invitait pas ses potes comme il pensait que ça se passerait. Et en fait, l'expérience s'est pas bien passée. Et à un moment, il est revenu dire soit je reprends quelque chose, soit je vais retourner chez mes parents. Donc en fait, c'est amener l'outil par une autre porte d'entrée. Mais la réalité que si vous dites à un patient qui non, si vous arrêtez le traitement, on ne vous accompagne plus, la réalité, c'est que vous laissez le patient tout seul face à la maladie et la famille sans réponse. Donc en fait, c'est pragmatique. C'est même pas philosophique, c'est vraiment pragmatique. Donc il faut accepter ça. Et encore une fois, je reviens, on ne cautionne pas. Faire de la réhab, c'est pas ne pas avoir un avis de soignant, hein, mais ça peut être à l'usager de dire écoutez, aujourd'hui, on n'est pas d'accord, mais on suit ce que vous voulez. Et de toute façon, il va le faire sans nous. Faut vraiment manquer d'humilité ou d'objectivité pour penser que les usagers nous demandent notre avis pour faire des trucs. Dans ce que tu dis, en fait, c'est que c'est pas cautionner, c'est valider et en même temps exprimer son point de vue à nous en tant que soignants et continuer à maintenir le lien. C'est un peu ça, en fait. Et alors, du coup, de la famille, parce qu'il y a pas mal de réactions des familles là-dessus, sur l'inquiétude des familles, le sentiment de solitude face à d'éventuels troubles. Comment ça, vous le travaillez avec les familles? Et je mettrai la question de Pascal Forcioli qui est, du coup, est-ce qu'il y a un truc aussi concret? C'est combien de rechutes après les arrêts de traitement? Parce que ça, c'est vrai qu'il y a aussi des choses comme ça qui aident aussi à réfléchir et sortir des idées reçues. Alors, concrètement, il faut bien se rendre compte que le Centre Jean Mainvielle accompagne depuis 5 ans que des jeunes atteints de schizophrénie de 25 ans de moyenne d'âge. Concrètement, là où ils arrêtent tout leur traitement, où ils ne veulent pas de soins. En 5 ans, on a eu 7,5% de réhospitalisation. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas forcément que des personnes qui arrêtent le traitement, pour juste préciser par rapport mais en tout. Mais en tout. Donc, cette idée que faire la réhab, c'est mettre en danger les gens, ou de les écouter, ou de les aller dans leur sens, c'est pas vrai. Tout simplement, mais c'est logique, hein, plus on leur amène, on ouvre la porte des projets, plus ça crée des situations propices à la demande d'aide. Donc, de fait, ça paraît logique. Après, clairement, valider quelqu'un qui nous dit qu'il ne prend plus son traitement, ça ne veut pas dire tout arrêter. Encore une fois, quand vous avez accepté d'accompagner des gens dans tous leurs projets, et je l'ai lu là, ce n'est pas d'attendre la crise en fait, mais c'est de dire ok, on vous a accompagné dans le projet pro, là vous rentrez à la fac. Par contre, si à un moment vous ne vous sentez pas bien au point d'arrêter la fac, faudra nous dire parce que c'est dommage. Quand on rechute, quand on est hospitalisé, tout s'arrête en fait, tout est mis entre parenthèses. Et ça, ils l'ont en fait, cette conscience de ça. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment l'inside projet, c'est cette conscience d'accepter un outil au service d'un projet qu'ils ont eux-mêmes construit. Et je peux vous assurer de leur dire, concrètement, quand ils viennent vous dire « Ah non, mais là, je commence à entendre des voix, je deviens parano, je ne vais plus à la fac. » Ah ouais, mais quand même, vous avez investi vachement là-dedans. Ouais, vous avez raison. Peut-être qu'on pourrait… Donc, en fait, c'est amener le même outil, mais par une autre porte d'entrée. Enfin, si on a le temps, je vais essayer de vous le montrer très rapidement sous forme de schéma, parce que c'est vraiment le sens de ce qu'on fait. Peut-être en accent un peu, Nicolas, sur la question de comment accompagner la famille dans ce contexte-là, pour travailler avec eux et pas laisser les peurs de côté et tout ça. Donc, alors, déjà, quand l'usager décide de faire ça, on lui dit écoutez, ok, mais faut qu'on tienne au courant tout le monde. Donc, on fait une réunion, tous ensemble, la famille, etc. Et donc, après, chacun pose ses demandes. Il y a des familles qui nous disent ouais, mais si on est inquiet, on peut appeler quand vous voulez. Généralement, l'usager s'y oppose pas, etc. Donc, on accompagne la famille en fait. C'est pas genre rappelez-nous quand ça va mal. Évidemment que non. Et pourquoi c'est pas ça? Parce qu'on accepte d'accompagner l'usager sur d'autres projets. Donc, en fait, on le voit tout le temps, l'usager. On le voit sur d'autres choses. Donc, on peut anticiper. Le case manager fait le lien avec le psychiatre traitant. On fait des plans de prévention de la rechute, etc. Enfin, clairement, c'est pas parce que le traitement s'arrête que nous, on fait même pas les injections retard. Donc, on voit les usagers autant qu'ils prennent leur traitement ou pas, en fait.
Donc, mais pour vous montrer, en fait, c'est juste qu'on essaye, dans ce cas-là, notre travail, c'est d'essayer d'amener du soin différemment. Donc, là, je vous ai mis juste une petite truc clinique rapidement, un truc classique. Un jeune atteint de schizophrénie qui vit avec sa famille est très inquiète parce que leur fils, il s'isole, il mange dans sa chambre toute la semaine, il entasse la vaisselle dans sa chambre, ses parents lui ont demandé de les mettre dans la vaisselle, il ne veut pas. Parfois, il sort, donc sa mère passe derrière ou son père passe derrière pour nettoyer un peu la chambre, passer un coup d'aspi, ce qui, lui, l'énerve royalement. Il ne veut pas qu'on touche à ses affaires. Sa famille, ils vous disent qu'ils n'en peuvent plus, ils ne savent pas comment gérer. Dès qu'ils interviennent, leur fils s'énerve, donc la cohabitation ne semble plus possible. Donc concrètement, face à ça, vous voyez, vous avez le point de vue d'une famille qui vous dit il perd en autonomie, il lave pas ses affaires, il ne s'occupe pas de lui, peut-être qu'il aurait besoin d'un lieu de vie, d'une hospitalisation pour remettre les choses en place. Quand on disait de prendre toutes les places, c'est d'entendre toutes les places. La famille, elle a raison de penser comme ça. D'un autre côté, vous avez un usager qui vous dit mais moi, en fait, quand on fait ma vaisselle ou qu'on lave mes affaires, j'ai l'impression de ne pas être autonome. Moi, ce que je veux, c'est être tranquille. Il faut que je déménage, comme ça, il n'y aura plus de problème. Donc, d'un côté, si on propose un foyer, l'usager, il ne va pas comprendre. Mais si on propose un appartement seul, sans expliquer à la famille, on va à l'opposé de ce qu'ils ont eu comme idée, donc ça ne va pas aller. Et donc là, l'idée pour nous, la réhab, c'est le mettre dans un appartement seul, malgré les difficultés, et l'accompagner là-dedans. Ça permet de rester dans la boucle et d'amener des outils qui peuvent l'aider. Et concrètement, alors, on a une analyse clinique, il y a des symptômes négatifs, des troubles cognitifs. Et ce qu'on aimerait proposer, c'est des groupes pour les symptômes cognitifs, de la TCC, de la remédiation cognitive, sauf que l'usager, il ne veut pas. Donc, il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est le projet, en fait. Et vous voyez, un projet, c'est ça. En gros, il veut tout arrêter, sauf déménager. Mais déménager, ça fait quoi ? Il faut parler budget et financement, il faut parler aide et recherche et la visite, il faut parler d'autres choses. Du coup, petit à petit, préparer l'autonomie. Et ça, l'usager, il est d'accord, comme il est d'accord pour déménager. Et donc, il y a un deuxième truc qui amène d'autres choses. Par exemple, le budget, ça peut permettre de parler de la hache et donc du diagnostic. Ou comment vous allez vous financer ? Vos parents, ils veulent pas, ils veulent que vous ayez en foyer. Donc il faut que je travaille. Ça peut permettre de mettre en place les études, le travail. La recherche, la visite, peut-être l'usager, il n'arrive pas à se lever, donc il va rater des visites. Ou il ne va pas être à l'aise avec les proprios. Du coup, il va se dire, merde, je ne me suis pas senti à l'aise, ils ne vont pas me le donner. Et c'est comme ça que petit à petit, d'un projet de déménagement, vous amenez d'autres outils. L'étude, le travail pour la question du financement, et peut-être qu'il voudra bien un bilan neuropsy parce que il se questionne sur sa mémoire, parce qu'il n'a pas réussi à se lever ou qu'il n'était pas très à l'aise avec les proprios ou pour l'autonomie, il travaille ses habiletés sociales, non pas au service d'une habileté sociale qui manque parce qu'il a une schizophrénie, mais au service de je veux être plus à l'aise pour pas aller aux proprios pour pouvoir un appart et déménager. Donc on voit comment on a amené les mêmes outils, mais au service d'une autre porte d'entrée. Et en fait, notre philosophie, nous, elle est résumée là-dedans. Si jamais on avait dit non au déménagement, la porte se fermait, il n'y avait plus de porte d'entrée, on laissait Théo, l'usager et sa famille tout seul. Donc voilà comment on fait. Je crois que je ne peux pas être plus... Voilà. Non, il me semble que c'est clair. Alors peut-être pour aller sur d'autres questions, il y avait une question de fond sur aussi la motivation. En fait, quelle a été, ça c'était Claire Leroy qui demandait, quel était le moteur, le modèle d'inspiration et la motivation pour mettre ça en place. Alors, tu as un peu répondu, mais c'est peut-être bien que tu expliques un peu ça. Alors, au risque de choquer... Moi, c'est ça que tu avais dit. Voilà. Moi, avant d'écrire le projet de Mainvielle, je n'avais jamais rien lu sur le rétablissement et la réhabilitation. Je ne savais même pas comment ça s'appelait. Voilà. Oh là là. Et pourtant, on nous a nommé centre support. Je pense que honnêtement, c'est juste du bon sens. Moi, je trouve qu'il y a 90% de bon sens. Après, je pense que pour s'inspirer, rien n'empêche. Nous, on fait des visios quasiment toutes les semaines avec des équipes de France entière pour échanger, etc. Donc, on peut en parler, s'appeler, faire des visios, s'envoyer des mails, se rencontrer. Je pense qu'il faut échanger. Ce qu'on fait, c'est clairement pas parfait. C'est une façon de voir les choses.
Il y en a d'autres, probablement. Je sais que quand on rencontre d'autres centres, on est considéré un peu comme faisant quand même de la réhabilitation un peu extrême. C'est le terme qu'on nous utilise souvent pour nous dire vous allez vraiment loin, vous acceptez vraiment tout, etc. etc. Voilà, donc voilà les inspirations. Après, j'ai vu une question sur le financement qui est Oui, oui, hyper vas-y, importante. bien sûr. Effectivement, pour la création il a fallu qu'on discute avec l'hôpital, avec notre ARS, avec le DIM, pour petit à petit, parce que vous imaginez bien que quand on s'est transformé, on avait comme des hôpitaux de jour classiques des places d'hôpitaux de jour. On en avait 14 à l'époque. Notre activité ambulatoire a augmenté de 258%. Notre activité d'hôpital de jour a chuté de l'équivalent. Du coup, on nous a demandé qu'est-ce que vous foutez. Donc, il a fallu expliquer que les 3 heures, machin, de venir, etc., repas, etc., ça n'avait plus de sens. Donc, petit à petit, on a créé un autre UF qui permet de coter les actes ambulatoires, ce qui n'est pas possible quand on n'a qu'un UF d'hôpital de jour. On cote 3 heures de présence ou pas. Donc, on a créé un UF avec le DIM et avec l'accord du CHU là-dessus. Et petit à petit, on s'est mis d'accord avec l'ARS pour réduire nos places d'hôpitaux de jour. On est passé de 14 à 1. On en a regardé une parce qu'on a une pour le centre expert schizophrénie. Du coup, on ne peut plus nous reprocher qu'on ne fait pas notre activité vu qu'on n'a plus d'activité d'hôpital de jour. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et faire attention. En réalité, je pense que personne n'a encore compris au CHU de Montpellier qu'on ne rapportait plus d'argent. Et dans le cadre de la réforme du financement, parce que ça, c'est C'est un ce que truc qui j'allais dire. inquiète des psychiatres, comment tu Ouais. envisages des choses? Alors, Alors, c'est très technique pour les gens qui sont là et ouais. tout, mais c'est sûr que ça, c'est le futur Alors, de la guerre, c'est notre T2A qui arrive aussi, ouais. et c'est important. Hein. Alors, je pense que pour les gens qui voudraient transformer leur sens, je pense que la réforme du financement est une chance. Pourquoi? Pas parce qu'elle est forcément bien faite, mais parce que je pense qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Je pense qu'en fait, il faut la lire, pour ceux qui veulent le faire, qu'il faut la lire et voir comment vous pouvez la transposer à vos soins. Parce qu'a priori, elle est censée valoriser l'intensif, le sur-mesure et le dehors. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, il faut, à mon avis, prendre le cadre de ce qui sera financé et de faire le lien, la corrélation entre ce qui sera financé et voilà l'acte que nous, on considère comme rentrer dans cette case-là. Moi, je ferai comme ça. Et puis après, point important, mais je pense qu'il faut le faire, n'hésitez pas, et on ne le fait pas assez, et j'insiste, quand vous créez un centre de rétablissement ou des nouveaux soins, parlez-en dans la presse. Tant pis, chantez la communication du CHU, vous vous ferez taper sur les doigts, c'est pas grave. J'ai au moins 15 000 mails de me dire, docteur Rinto, il y a des règles, désolé, je ne savais pas. Mais la réalité, c'est que nous, on a très vite communiqué, on a inauguré le centre et on a été dans la presse locale. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous permettez à tous les usagers, à leur famille, d'avoir accès à vous, quel que soit l'avis de leur psychiatre sur la réhabilitation. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Donc, communiquer, on ne parle pas assez de ce qu'on fait, mais communiquer, ce n'est pas sur la page intranet moche du CHU. C'est communiquer, on ouvre, voilà ce qu'on fait, voilà comment on a accès. Et ça, nous, on l'a fait énormément. Il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, je pense qu'il faut le faire. Créer des logos, et tant pis si vous n'avez pas le droit de les mettre, mettez-les quand même. Vous ne ferez pas virer pour ça. De toute façon, on n'est plus assez à l'hôpital pour nous dégager. Donc, voilà. Mais faites-le, c'est vraiment important. Tu as encore une question sur les moyens, et puis il y a Olivier Sava qui voulait revenir sur les théories et tout ça. La question sur, grosso modo, la file active. Là encore, c'est des trucs assez techniques, mais et les ressources du centre. Le financement, encore une fois, moi, je considère, mais c'est très acté comme unité, je considère que les moyens, on les a. Je considère que ça serait dur de faire bouger nos CMP parce que nos CMP, il y a l'histoire des programmes de soins, etc. Moi, je considère que tous les hôpitaux de jour devraient faire de la réhab. Je pense qu'on a les moyens de le faire. Je pense qu'il faut arrêter d'aller se dire qu'on n'a pas de moyens. Quand on a 8 infirmiers dans un hôpital de jour, on peut faire de la réhab. Peut-être pas pour tous. Peut-être qu'on peut couper l'équipe en 2 dans un premier temps. Alors, c'est sûr, ça remet en cause l'escalade du vendredi, la piscine du mercredi, le Krav Maga, le bidule, le macramé de je ne sais pas quand. Après, il faut faire des choix. Voilà. Moi, je pense qu'on peut être surpris et que la réhab, ce n'est pas pour les patients rétablis jeunes. Hein.
On peut avoir des projets à 50, 60 ans. J'ai vu passer, quand il n'y a pas de projet, le terme projet, il fait peur, mais ça peut être juste une demande, en fait. D'aller boire un verre ailleurs, d'aller à la plage, ça vient de petites choses, mais il n'y a jamais pas de demande. Quand il n'y a pas de demande, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Et quand il n'y a pas d'espoir, le premier responsable, c'est nous. Parce qu'à force de plaquer des trucs tout faits, vous n'êtes pas capable. Et je vous assure qu'il ne faut pas attendre 50 ans pour avoir chez des jeunes qui ont plein d'espoir et qui vous plaquent que ce qu'ils veulent faire dans la vie, c'est des espaces verts. Non, ils ont le droit, hein, mais les aides d'espaces verts, c'est un peu plaqué comme projet à 20 ans. Donc, la réalité, c'est que quand il n'y a plus d'espoir, c'est le plus dur. Mais donc, les premiers à être insufflés d'espoir, c'est nous. Mais que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas de demande. Vraiment. Après, attention, une demande, c'est tout. Quelqu'un qui veut être astronaute, la question d'après, c'est OK, est-ce que vous savez les études qu'il faut faire? Ouais, il faut le bac. Vous avez le bac? Non. Comment on fait? Il me faut une équivalence du bac. OK, ça s'appelle le DAU. La fac, elle est ouverte demain. Est-ce qu'on y va? C'est ça, faire de la réhab pour nous. C'est pas de dire ah ouais, mais là, c'est pas possible. Non. Dès que vous fermez un projet, vous fermez une porte d'entrée pour les soins. On peut faire des slogans avec tout ce que tu dis, hein. Je laisse Alexandra. Je note tous les slogans, on va faire des t-shirts. Ça va Je faire. veux bien une copie parce que nous, en interne, ça nous fait rigoler. Quand Bah, pas pas de de demande, souci. pas d'espoir, c'est que les professionnels sont responsables d'avoir tué l'espoir. Non, mais moi, je propose qu'on mette une petite boutique en ligne justement pour financer les projets. Avec des On va tasses, faire des goodies, ouais. des pins marchera aussi, bien. et des magnettes sur les Parlant. frigos. Le livre arrive. Ne jamais se donner de limites dans les projets. Ok. Moi, Oui, je veux bien vas-y. me permettre, je ne sais pas si tu avais Oui, terminé. vas-y Alex, et puis après il y a Olivier qui. Ouais, je veux juste toucher un mot sur les inquiétudes des familles, parce que forcément, ça résonne en moi hein, dans la présentation. Noël vous a expliqué que j'étais sur un parcours infirmière psy dans une autre vie. Et actuellement, je suis aidante de mon fils qui est concerné par la schizophrénie, une schizophrénie notamment à début précoce, très précoce, et qui a intégré le centre Germain Vielle dont vous entendez parler. Donc voilà, sous plein d'aspects, beaucoup de choses résonnent à mon niveau. Il y a une chose énorme qui change lorsqu'on rentre en parcours de soins, enfin lorsque l'usager rentre en parcours de soins dans un centre tel que celui-ci, c'est qu'en fait, il y a du liant tout le temps. C'est-à-dire que moi, je comprends l'inquiétude qui est exprimée là quand on est avec le schéma habituel, c'est-à-dire le proche est hospitalisé dans des moments de crise, des moments aigus, il sort, comme dirait la maison perchée, Maxime, avec sa petite pochette surprise, et il attendra son rendez-vous, et là, c'est comme un vide abyssal qui souvent est bien compliqué, et il n'y a pas ce fil d'Ariane entre le soin, la famille, l'usager, et c'est bien souvent dramatique. Et donc, effectivement, quand on commence à entendre parler d'arrêt de traitement, est-ce qu'on va être informé ou pas, etc., ça paraît complètement fou. Sauf que là, ce qu'il faut entendre, et moi je peux en témoigner puisque Nathan est en soins depuis 7 mois maintenant déjà, c'est que, et ce qui est très réconfortant, très apaisant, et ce qui permet aussi de lâcher prise vis-à-vis de son proche, qui est quand même parfois en grande difficulté, c'est qu'on n'est plus seul en fait. C'est que les case managers sont très en lien avec le proche. L'usager est très très rapidement, enfin moi en tout cas, je témoigne de notre situation, hein, pour tout le monde, j'en sais rien. Mais moi, mon fils, il a très vite capté qu'il n'était plus seul lui non plus, et que nous deux, dans notre relation qui auparavant n'était absolument pas suivie, hein, c'était un désastre, nous deux, dans notre relation, on pouvait s'autoriser à mettre de la distance parce que justement, il y a un filet de sécurité. Et ce filet de sécurité permet d'aborder les choses beaucoup plus facilement. Et le travail d'accommodation, nous, on l'a expérimenté sur des séances donc, qui sont gérées par un psychologue de formation TCC, etc. C'est vraiment très précieux. Donc, à partir du moment où nous, les familles, on se sent intégrés pour de vrai, et pas juste sur des petites temporalités, parce que, oh là là, ça ne va pas, on est en crise, etc., il est à l'hôpital, ça change tout. Et je voulais vraiment dire ça parce que je comprends tellement en même temps l'inquiétude des familles qui peuvent entendre un tel fonctionnement et se dire ouais mais attends, c'est bien joli, c'est nous qui récupérons le gamin quand ça va pas, blablabla. Bla, bla. Mais effectivement, l'escalade, elle est limitée parce que les interventions de soins et les outils de soins au service du projet du jeune prennent du sens. Et là, ça vient vraiment interroger et parler du sens qu'on met vers le soin et pourquoi on va vers le soin, notamment au niveau de l'usager.
Et la famille est très est considérée, quoi. Et, moi, en tout cas, ça m'a changé d'entendre dire, bah là, l'accommodation, elle est juste normale. Il est normal que vous pensiez comme ça pour votre proche, etc. Plutôt qu'entendre, bah, vous êtes bien mignonne, mais il faudrait peut-être vous décoller de votre gamin. Sauf qu'on ne nous propose jamais rien pour nous décoller de notre gamin. Voilà, j'ironise, mais et encore, je suis pas si sarcastique que ça, parce que moi, c'est des choses que je me suis entendu dire avant. Donc voilà, j'avais à cœur de dire ça parce que c'est vraiment précieux. Et effectivement, j'ai vu dans le chat passer un message quid des familles qui ne sont pas à Montpellier. Bah ouais, quid des familles qui ne sont pas à Montpellier. Moi, j'ai fait 800 km pour avoir accès à la structure. Et je rejoins tout à fait ce que disait Nicolas tout à l'heure sur le fait de parler ailleurs qu'à l'hôpital de la structure, parce que moi, je n'ai pas connu cette structure à travers les soignants qui encadraient Nathan à l'époque, mais je l'ai connue par moi-même à travers les actions associatives et parce que j'ai vu des choses passer sur le centre Jean-Marviel. Donc, bah, moi, j'encourage vraiment effectivement les médecins à transgresser un petit peu tout ça. Et puis, il faut y aller, quoi, parce que les usagers, ils n'ont plus le temps d'attendre pour avoir accès à des choses qui peuvent vraiment leur redonner de la dignité, en fait. Voilà. Je me tais. J'ai dit ce que je voulais. Vraiment, merci Alexandra. On a vraiment, enfin, honnêtement, on accompagne les familles au niveau on sait ce qu'on leur demande, vraiment, et la difficulté de ce qu'on leur demande. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on propose un outil, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on se demande si ça va aider maintenant, mais si ça va aider dans 10 ans, en fait. C'est vraiment un investissement pour l'avenir. Moi, je comprends qu'on ait peur. Je pense que c'est normal d'avoir peur, sauf que ça ne sert à rien. Donc, il faut en faire un truc créatif et il faut en faire un investissement dans les outils. Mais clairement, on accompagne les familles au niveau de la difficulté on sait ce qu'on leur demande. Donc, vraiment, c'est un point important. Évidemment que vu comme ça, sinon, ça peut paraître un peu vertigineux. Olivier, tu voulais rebondir aussi? Oui, absolument. Bah, déjà, merci à vous deux. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant et notamment cet esprit révolutionnaire qui fait beaucoup de bien. Voilà, avec l'idée de casser un peu les codes. Et en même temps, enfin, il y a un truc qui m'interpelle et qui m'intéresse énormément dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a quelque chose qui fait écho aux théories rogeriennes un peu centrées sur la personne, mais qui sont plutôt des idées assez d'un soignant passif. Et là, vous êtes à la fois centré sur la personne et avec cette idée d'être hyper actif dans le bon sens du terme. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et en même temps, je me demande quelle est la place, et là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais en même temps, c'est aussi nos propres résistances à nous, mais quelle est la place d'un psycho qui ne serait pas dans ta son TCC, mais qui serait plutôt autour d'une approche, justement, ça rejoint aussi la question que posait, je crois que c'est Julie qui posait cette question-là autour de l'approche psychanalytique, mais d'une approche plus centrée sur l'histoire de l'usager, on peut le dire comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible? Et quel est l'apport qu'on pourrait imaginer? Moi, je peux en avoir plein des idées à ce propos-là, mais est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pensé sur quelle place pourrait avoir justement une écoute et un espace d'écoute où la question de l'action, la question de l'agir et la question de la productivité du soin n'a pas lieu? Parce que ce qu'on entend, c'est quand même cette exigence que vous donnez et qui est super, qu'il faut faire, et en même temps, ça interroge sur ce que ça peut faire vivre à l'usager, peut-être de la déception si ça n'arrive pas, et est-ce qu'il y a justement une place et un espace où ça s'est pensé avec, et là je prêche pour ma paroisse, un psychologue qui s'est formé à cette écoute-là? Alors, on leur dit pas il faut faire, hein. On leur dit est-ce que vous voulez faire? Oui, bien sûr. C'est pas une injonction. Nous, on leur demande pas de finir tout, d'avoir des. En fait, ils font bien ce qu'ils veulent, hein. Vous savez, il y a des gens, ils nous disent mais moi, ce que je veux, c'est vivre à l'hôpital ou d'aller à l'hôpital de jour 3 fois pas toute ma vie. Bah moi, ça me déprime, mais il n'y a pas de souci. Après, pour répondre à ta question, alors je m'y connais pas assez là-dedans, mais moi, je pense que tout a sa place. Et en fait, je te retournerai la question. La question n'est pas de savoir est-ce qu'il y a une place pour ce genre d'approche? La question, c'est est-ce que ce genre d'approche saura se fondre dans la demande de l'usager, en fait? Et je vais te donner un exemple très concret, parce que j'ai vu passer la question aussi sur les médiateurs de santé pair. On m'a demandé si on avait des médiateurs de santé pair. On n'en a pas des officiels, on a des officieux qui donnent cours avec nous, qui animent un groupe sur l'espoir, etc. Et on en a une en stage à un moment. Ça s'est très mal passé.
Et en fait, c'était intéressant parce que la question, c'est, OK, quand je vois des usagers, quand est-ce que je vois des usagers? Pour leur parler de mon parcours, ils sont expérientiels et tout. Je dis, quand ils voudront, en fait. Sauf qu'il y a une vraie question, et c'est une vraie question hein, sur les médiations de santé père. Évidemment, je trouve que ça sert, hein, pas de débat là-dessus. Hein. Mais quand vous avez affaire à des jeunes de 20 ans, dans le rétablissement, on parle de reconstruction. Quand la maladie, elle vous a happé tellement tôt que vous n'avez même pas eu le temps de vous construire en tant que personne, quelqu'un qui vous parle de reconstruction de parcours, ça vous parle moins en fait. Donc, elle était très frustrée parce qu'en fait, à la fin, je pense qu'elle a vu 2 usagers sur 6 mois. C'était pas faute de proposer l'outil. C'était qu'ils ne s'en emparaient pas. Et comme n'importe quel outil, qu'il soit un groupe, une personne, une approche, on ne l'impose pas s'il n'y a pas de demande. Donc moi, je pense que là où en fait, l'idée, ça serait concrètement, tu vois, si demain je t'embauche, on se voit, tu m'expliques ce que tu fais. Instinctivement, je peux te dire, ah ouais, ça collerait peut-être à cette demande d'usager, mais en fait, ça ne se passerait pas comme ça. En plan d'intervention, l'usager dirait, je suis pas à l'aise avec ça, je veux faire ça, et toi, tu dirais, tu serais là, ben moi, je peux vous proposer quelque chose au service de ça. Donc, c'est pas tant d'essayer de voir, ça colle, ça c'est pas réel, ça l'est. C'est encore une fois comment on met nos pratiques et nos orientations au service du projet et qu'on sait faire des concessions dessus et surtout qu'on mette de côté nos peurs. Parce qu'en 5 ans de fonctionnement, j'ai vu aucun usager déçu que ça marche pas au point de rechuter. Hein. Déçu, oui, mais avec l'envie de recommencer et même content d'avoir eu l'opportunité d'être déçu, limite. Donc, il faut faire gaffe à nos peurs. Les plus flippés, c'est les soignants. Hein. Oh, on a peur. C'est pas du tout étonnant. Hein. Mais je sais pas si ça répond, tu vois. Donc, Si, ça répond. Et écoute, il y a plein dans tout ce que tu as dit de choses qui me font penser que c'est complètement possible. Et en même temps, que ce n'est pas systématique. Donc, ça pose évidemment la question de quelle place et comment est-ce qu'on s'y retrouve en tant que soignant. Mais franchement, c'est passionnant. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour d'une place qu'on peut faire à la parole du sujet qui soit complémentaire avec tout ce que tu dis. C'est vraiment, je trouve que c'est… Il y a une question de temporalité aussi. Étudier son histoire peut avoir sa place à un moment donné de notre vie et pas à un autre. J'allais rebondir là-dessus. Ouais. Cet après-midi, on a vu une personne que moi j'accompagne en tant qu'infirmier référent, donc case manager, qui est suivie par Nicolas en tant que psychiatre traitant. Et il y a eu une ébauche de demande, en tout cas, qui allait là-dedans. Il y a eu une question, il y a un questionnement sur est-ce qu'elle pourrait peut-être évoquer ça avec quelque chose. Nicolas lui a proposé, en tout cas, lui a dit, mais si vous voulez, moi je vous oriente vers quelqu'un. Ça, on l'accompagne depuis 1 an, quelque chose comme ça. C'était jamais sorti avant, et là, d'un coup, il y a quelque chose. Aujourd'hui, elle s'en est pas saisie. Rien ne nous dit que dans 2 semaines, elle va pas revenir en disant finalement, docteur Rando, j'ai réfléchi et vous savez, vous en avez parlé la dernière fois. En fait, ouais, j'aimerais bien que vous m'orientez vers quelqu'un, que vous me donniez quelqu'un à qui je pourrais aller échanger sur telle thématique. Je pense que nous, on le voit bien. Hein, nous, c'est nos trentenaires, nos médiateurs de santé père, qui ont voulu s'investir, réfléchir à donner cours avec nous. Nos jeunes de 20 ans, ils en ont rien à foutre. Mais vraiment. C'est-à-dire que, oui, vous voulez rencontrer quelqu'un qui a vécu comme vous? Ah non. Non, je compte pas retourner à l'hôpital, donc non, ça va, merci. Mais on peut retourner à la fac. Enfin, donc, je pense que, encore une fois, l'idée n'est pas de savoir quel outil. Tous les outils sont bons, ils sont validés, il n'y a pas de souci. La question, c'est au service de quoi on l'amène et dans quelle temporalité. Et je pense que le plus dur en tant que soignant, c'est de faire avec la frustration qu'on pense qu'un outil serait utile à l'usager, mais qu'on n'arrive pas à trouver la porte d'entrée pour qu'il s'en empare et qu'à aucun moment on doit lui imposer. On parlait de l'éducation thérapeutique tout à l'heure. Connaître bien sa maladie, les traitements, ça évite la rechute, les hospitalisations, tout le monde va bien. C'est dans toutes les études, il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il que les gens viennent s'intéressent à ça. Et encore, pour vous donner une idée, je pense qu'on a dû faire 2 groupes d'éducation thérapeutique en 3 ans. Alors que notre groupe d'habileté sociale ou de relations amoureuses dans la schizophrénie tourne non-stop. Mais c'est simple, ils ont 25 ans, ils veulent un copain, une copine, un travail, un appart. Et là, ils se posent des questions sur la pathologie en disant mais quel risque j'ai si je trouve quelqu'un de transmettre, etc. Est-ce que je lui dis direct, c'est des pistes en fait. C'est vraiment des pistes de début de discussion. Mais si vous voulez, on peut continuer. En fait, on se sert à chaque fois
de ces ficelles-là pour commencer à tirer, dire, si vous voulez, on vous propose ça. On est une force de proposition. C'est là où finalement, tout à l'heure, il y avait un terme, quelqu'un qui a dit l'homme orchestre. C'est pas tout à fait vrai dans le sens où ça voudrait dire qu'on maîtrise tout. Or, on maîtrise rien. C'est ça le truc. C'est qu'on est complètement à l'opposé de ce spectre-là. Nous ne sommes qu'une force de proposition. La personne peut mettre en échec tout ce qu'on va lui proposer et on sera limité. On n'a pas de baguette magique. On ne peut être que le récepteur de la demande de la personne et dire « Ok, j'ai entendu. Du coup, si vous êtes d'accord, je vous oriente vers telle personne parce que moi, ça, je ne maîtrise pas. Donc, je vous oriente vers une personne qui saura le faire. Et ou si on a un outil que là, par contre, on maîtrise, je vous le propose. Et c'est la personne qui s'en sert dans tous les cas. Par contre, pour compléter, on est aussi créateur d'environnement propice à la demande d'aide, en fait. Quand quelqu'un n'a pas de demande, il faut créer l'environnement propice à la demande d'aide. Et c'est là où le travail sur l'espoir avec la famille, bouger l'environnement, c'est là où ça prend tout son sens. Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment, enfin moi, c'est comme ça qu'on le voit. Moi, je pense que la réhab, c'est une énorme boîte à outils où il y a tout, ce qui est validé, pas validé, machin, ce qui est intuitif, pas intuitif. L'idée, c'est de le sortir au bon moment et pas tomber dans des trucs. Ouais, ça c'est bien, donc il y en a pour tout le monde. Non, nous, c'est toujours la demande. Ce qui est très frustrant. Hein. Le classique, nous, c'est ouais, j'aimerais bien qu'il arrête le cannabis, à chaque fois il décompense. Ok. Et bah ouais, mais il veut pas. Ok. Et si tu es tellement sûr, trouve la porte d'entrée. Je sais pas, dans ses révisions de cours, dans machin, dans truc, dans sa copine. Et c'est là où en fait, connaître la personne, et on parlait d'usager, c'est pas qu'un truc de style de parler, pas de patient, d'usager. C'est pour moi usager, c'est que on disait tout à l'heure, ouais, mais quand il n'y a pas de projet, petite chose toute bête, notamment pour les plus jeunes, demandez-leur tout le temps ce qu'ils faisaient avant d'être hospitalisés ou de tomber dans la maladie. 90% des cas, leur projet, c'est ça. C'est de revenir là où ils en étaient. Et donc, ça met du sens. Et là où certains verraient, mais non, mais il veut retourner à la fac comme il faisait, il n'a pas compris que maintenant il est malade, il n'a pas d'insight. Non, nous, on y voit, bah ouais, logique en fait. C'est comme un arrêt de travail. Il a été en arrêt de travail, il revient, il reprend là où il en était en fait. Donc, encore une fois, il faut vraiment pouvoir générer et ouvrir grandes les portes. Mais c'est rare qu'il n'y ait rien, sauf quand il n'y a pas d'espoir. Ça, encore une fois, et ça, il faut en remettre. Et là, les médiateurs de santé pair ont toute leur place. Peut-être merci. Il y avait un dernier mot parce qu'on va devoir s'arrêter, vous quitter. Il y a les gens qui quittent au fur et à mesure et je trouve que ça serait dommage que ça s'éteigne comme ça parce que c'est extrêmement stimulant et on voudrait continuer. Moi, ça m'évoque aussi plein de choses du travail qu'on fait dans d'autres domaines avec les ados, leurs familles, etc. Il y a Brigitte qui a écrit un peu dans Brigitte Delphis, qui est vice-présidente de l'UNAFAM, qui dit que ça rejoint tellement le constat des familles. Je pense que vous êtes vraiment dans être au plus près de partager la préoccupation du quotidien et de s'appuyer sur cette préoccupation du quotidien pour amener à une demande d'aller plus loin et de soins. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement prégnant, peut-être ce qu'on peut dire. J'espère pas déformer la parole de Brigitte, mais… C'est vraiment un encouragement à être concret, je pense. Si, Noël, ça la déforme un petit peu. Ça la déforme un petit peu quand même parce que en réalité, bravo quoi, pour tout ce que vous faites et surtout la passion que vous y mettez. C'est très encourageant de voir que des psychiatres ou des soignants peuvent être dans la passion d'une pratique au service de la personne concernée elle-même. Brigitte, ça, elle en veut un en Bretagne. Non, mais moi, j'espère que c'est pas trop tard, quoi, parce que c'est tellement passionnant ce que vous dites, et on en a rêvé. C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, j'en rêvais. Ça me paraissait d'une évidence absolue tout ce que vous êtes en train de dire. Et donc, voilà, il y a un peu parce que ce qu'on a vu, ce qu'on voit au fil du temps, c'est à quel point la psychiatrie peut infantiliser. Et finalement, ce que vous faites là, c'est quand, je ne sais plus qui a dit, vous rendez leur dignité aux personnes. Et ça, c'est absolument fondamental. Quand vous dites retourner à la fac, enfin, etc., ça n'a jamais été une préoccupation pour les psychiatres à l'époque. Donc, voilà, moi, ça me touche énormément. Et voilà, je ne sais pas comment on peut aider. Enfin, bon, Initiative Psychiatrie va s'en préoccuper. Je sais que beaucoup de gens à l'UNAFAM vous connaissent, vous ont identifié, voilà. Mais cet échange direct, là, est absolument passionnant et vraiment, je n'ai rien à retirer ni à
rajouter à tous vos constats, pratiques, interrogations. Voilà, c'est cette humilité aussi que vous exprimez par rapport à comment on fait, comment on peut faire mieux, comment il faut faire avec. Voilà. Donc, bon, merci pour cet échange et puis j'espère il se prolongera à l'avenir. Enfin, en tout cas, que ça fera des petits et que votre passion va infuser, comme vous avez dit tout à l'heure aussi, à d'autres, hein, parce que je pense qu'il y a retrouver le plaisir de son métier. Je l'ai entendu parfois dans la bouche de certains soignants. C'est essentiel et c'est aussi par là que passent les meilleurs accompagnements pour nos proches. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Après, c'est quelque chose c'est d'aller vers le pragmatisme en fait. Je pense que, comme je veux dire, on vous a donné l'historique. Moi, c'était mon premier poste de chef. Si moi j'ai réussi à faire ça avec l'équipe, avec le peu de connaissances que j'ai, franchement, alors peut-être que ça me protège de rien savoir. Au moins, je suis pragmatique. Voilà, de rien connaître aux échelles, machin et tout. Au moins, mais je pense qu'il faut aller vers ça. De toute façon, il n'y a qu'à voir. J'ai vu que la Maison Perchée était là. Enfin, si des trucs comme ça, en se créant, aident aussi vite des gens, vachement plus que ce qu'on fait nous, c'est qu'il y a bien qu'on est un peu noyé dans le côté expertal. Parfois, on est un peu. Donc, il faut de tout, hein. Mais il faut l'aide pour plus tard avec la recherche et puis l'aide pour maintenant. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Après, je pense que là où on peut aider, que ça soit l'UNAFAM, Initiative Psychiatrie, je pense que le plus dur, encore une fois, que ça soit dans l'associatif, les usagers, les aidants et nous les soignants, c'est encore trop des initiatives individuelles. Et que par contre, pour aller bouger, là moi je parle de ma place, pour aller bouger une unité tout seul, c'est compliqué. C'est pas des bonnes nuits, on a l'impression que personne comprend ce que vous faites. Enfin, Jérémy peut j'ai été persona non grata dans mon hôpital pendant assez longtemps. Ça commence à bouger. Donc, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est créer une sorte de groupe, de force qui un jeune médecin ou des soignants ou une structure a envie de faire bouger, comment on l'aide en fait. Et nous, c'est ce qu'on essaye à faire en tant que centre support. Dans la supervision, on rencontre les directions des hôpitaux avec eux pour leur expliquer combien c'est important qu'ils aient la main sur sur le recrutement. Parce qu'on le connaît, la classique d'aller se reposer en extra en fin de carrière pour jouer au domino, c'est bon. Enfin, tous ces trucs-là. Donc, créer un truc qui aide les personnes à tous les niveaux. Nous, l'avantage, c'est qu'on s'est créé à moyen constant et qu'on s'est transformé. Et clairement, il n'y aura jamais de création totale avec plein d'argent, ça n'existera pas. Donc, on a connu ces étapes-là et je pense que si on partage tous nos freins, ça permet d'en éviter et d'aller plus loin. Juste pour préciser par rapport à ce que disait Nicolas et pour juste compléter d'un autre angle de vue, moi je suis quelqu'un qui est arrivé sur la structure en tant qu'infirmier il y a 1 an et demi maintenant. Et c'est exactement parce qu'il y avait ce projet-là que ça m'intéressait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être pas. Il y a une proportion majoritaire de personnes qui n'ont pas forcément été sensibles à ce projet-là ou qui ont pu railler effectivement la personne de Nicolas à des moments, etc. Et il y a eu d'autres personnes, j'en fais partie, qui au contraire se sont dit tiens, il y a quelque chose qui est en train de se faire là, c'est intéressant, allons voir. Et ça s'est fait par des petites choses. À l'heure actuelle, toutes les personnes qui travaillent au centre Jean Mainviel, dans l'équipe de Nicolas, sont des gens qui ont entendu quelle était la proposition de service, quelle était la proposition de soins, qui ont adhéré à ça et du coup qui s'investissent. Donc finalement, le sens, on l'a. Mais une personne, plus une autre, plus une autre, plus une autre, on se retrouve à une équipe. Et quand on arrive sur une équipe à commencer à dire, bah voilà, nous on croit à ça. Si vous voulez, venez, on travaille ensemble. On essaie de vous expliquer comment on fait. Là, je parle pour le coup aux collègues. Bah oui, en ce moment, on fait changer, peut-être, on a plus de personnes qui nous disent, il y a 2 ans, vous êtes passé, c'était bizarre votre présentation, et là, vous êtes venu, et en fait, c'était vachement bien. Ça n'a rien changé, en fait, rien n'a changé dans le discours, c'est peut-être juste eux qui sont plus réceptifs maintenant, les temps changent, les mentalités changent, et voilà, l'humilité qu'on a face aux usagers, face aux personnes qu'on rencontre, il faut l'avoir aussi face à nos collègues, et en aucun cas leur dire ce que vous faites c'est nul, nous on a la solution. Ça serait contre-productif complètement. On travaille sur une autre manière de faire, c'est complémentaire et on a besoin d'eux complètement. On a besoin de travailler avec ces équipes de CMP, on a besoin de travailler avec ces équipes d'intra, on a besoin de travailler avec toutes les catégories socio-professionnelles.
moi, je suis convaincu que les gens qui cherchent du sens en psychiatrie peuvent peut-être trouver à travers cette philosophie de soins des réponses à leurs questions. Ça a été mon cas. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'était super. Je retrouve plein de choses que je ressens et je suis assez d'accord avec toi. Il faut la force de changer les choses à moyen constant, c'est le meilleur moyen quand même d'avancer et de convaincre. Après, c'est vrai que tu as raison, c'est difficile et c'est vraiment le sens qu'on a dans l'initiative psychiatrie, c'est d'avoir un peu, faire cette boîte à idées, ce maillage de liens horizontaux. Peut-être un jour on touchera des politiques publiques ou des choses comme ça, mais je pense que d'abord, il faut donner des clés à des gens sur place qui ont envie de changer des choses. Et ça, parfois, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse soutenir ça, le faire connaître, le faire savoir, le diffuser, avoir ses fiches outils, toutes ces choses. À cette occasion, je vais te demander, tu pourras nous partager ou nous envoyer ta présentation PowerPoint pour qu'on puisse la mettre en lien? Alors, Ou elle fait partie d'une formation copyrightée? non, il faut que je demande. Non, elle fait, c'était exclu, hein, du coup. Elle fait partie du truc que j'ai fait pour le livre que j'ai écrit, donc il faut que je demande. Ah oui. Non, mais de toute façon, elle est un peu enregistrée malheureusement sur… Oui, non, mais voilà. Voilà. Bon, ils la regarderont par là. On n'a qu'à se dire comme ça. Ça te va? Ouais, après, il y aura. Replay. Voilà, désolé. C'est C'était le pas problème grave. d'écrire un livre. C'est On pas grave, comprend, mais… quand on va faire prochaine rencontre présentielle, on fera un stand avec le livre. Exactement. Comme On fera ça, et- voilà. Et on aura aussi le stand avec les tasses, puisque je t'ai mis sur Twitter, Initiative Psychiatrie a retweeté tous les quotes de Nicolas Rintaud, dont le dernier était « La psychiatrie a besoin de bon sens et de concret ». Donc, Voilà. tu pourras faire ton t-shirt avec et on l'achètera. Merci beaucoup en tout cas. On garde l'idée peut-être sur d'autres questions que les gens peuvent nous envoyer. Peut-être on vous demandera une petite bulle vidéo. Mais on aura aussi plaisir à vous retrouver et venir aussi challenger les autres projets qui seront présentés ou les autres initiatives dans l'initiative psychiatrie. Ouais, Merci nos beaucoup. mails sont dispo, hein, donc Ouais. vous n'hésitez pas à envoyer. Tout le monde peut venir à Mainvielle voir comment ça se passe. Ça se fait très régulièrement, on a toujours du monde, donc pas de souci. Merci beaucoup. Et c'est quoi la prochaine présentation dans un mois? Ah, suspense. Est-ce que quelqu'un veut spoiler nos amis de la Maison Perchée? Alors, la prochaine présentation, j'ai plus trop la date en C'est tête. le 25 mai. Avec, Voilà, et on accueille les mots bleus. Donc, Le pour podcast. parler, comment? Le podcast. Voilà, le podcast des mots bleus. le Je vous en dis pas plus. podcasteur. Si vous voulez en savoir plus, on vous attend. Voilà. Ça risque d'être très chouette. Et ce sera co-animé par Hélène Daftian, de mémoire, et sûrement quelqu'un d'autre. On est en construction, hein. On fait vraiment comme on peut. Mais en tout cas, c'est en travail. Donc, Trop bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir super bien organisé ça ce soir. Et encore bravo. Et à très bientôt. Bravo, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.